Hey, salut ma gang de fous malades, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce deuxième épisode de Prenons un café. Et déjà à ce deuxième épisode, je respecte pas les règles parce que je bois en fait du thé. Donc le monde n'a plus aucun sens. J'espère que vous allez bien. Dans le fond, je veux faire ces petites vidéos-là, dans le fond, comme je rappelais, parce que des fois, j'ai pas le temps d'écrire, le temps de faire un épisode complet, dans le fond, le temps d'écrire l'épisode, de le tourner, de le monter. Ça prend quand même pas mal de temps. J'irais peut-être entre 7 et 8 9 heures, 10 heures, tout dépendamment de la dureté, de la longueur de l'épisode. Fait que cette semaine, des fois, il y a des semaines qu'on n'a pas le temps, puis que c'est plus touché, donc avec le travail et tout ça. Donc, des fois, je vais popper des petits vidéos de même, là, où que j'improvise un peu sur les derniers films que j'ai vus. Certains, c'est des films que je vais faire une critique éventuellement, mais il y en a d'autres aussi que j'en ferai juste pas. Fait que c'est comme ça me permet de parler des films également, et que s'il y a des films là-dedans que vous avez aimé ou pas aimé, ben, vous allez pouvoir m'en parler dans les commentaires également. Donc, je vais commencer en fait avec le premier film que en fait, c'est un film que j'ai revu, j'ai réécouté parce que récemment j'ai vu une vidéo, je sais pas si vous connaissez le Angry Video Game Nerd. C'est un gars qui fait YouTube depuis quasiment la création de YouTube, qui fait des vidéos comiques sur les anciens jeux vidéo, puis qui pogne les nerfs, puis qui il sac, puis il est tout le temps fâché, puis le kit. Là. En général, j'aime bien ce qu'il fait, puis récemment, il a sorti une vidéo sur les films noirs. Parce que un truc dont j'étais pas au courant, c'est que le mois de novembre, techniquement, est le Noir-Vember. Puis je trouve ça cool. Tu sais, quand on aime certains trucs de même, c'est le fun d'avoir une journée spéciale à ça. Un peu comme, bon, moi je suis pas un fan de Star Wars, mais les gens qui sont fans de ça, la journée du 4 mai, le May the 4th be with you, tu sais, qu'eux autres, ils peuvent se permettre dans cette journée-là, ils se font des calls, puis ils regardent les films, puis tout ça. Puis tu sais, ça rajoute de quoi de le fun quand même. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les films noirs. Donc, j'étais pas au courant de ça. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai commencé à me réécouter certains films noirs que j'ai déjà vus et à regarder quelques-uns que je n'ai pas vus. Donc, j'en ai pas écouté tant que ça parce que je l'ai su assez tard. Mais c'est un style que j'aime bien. Et Out of the Past, c'est le film que je voulais vous parler aujourd'hui. Out of the Past est pas mal un de mes films noirs préférés. C'est dur quand t'arrives dans les grosses pointures. Bon, Maltese Falcon, The Third Man avec Orson Welles. C'est comme dur de définir lequel est comme le best of the best. Moi, j'aime vraiment beaucoup cela. Puis je voulais vous faire un épisode dessus. Mais le Noir-Vember commence à être assez tard. Puis j'ai pas beaucoup de temps, donc c'était comme un peu touché. Je garde en fait le Out of the Past, la vraie critique, probablement pour novembre l'année prochaine, pour faire vraiment. Je pense que ce mois-là, je vais juste sortir des critiques de films noirs parce que j'adore ça, puis je trouve que autant profiter du mois. Mais c'est un film que j'adore parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas rapidement c'est quoi les films noirs, c'est des films qui ont été réalisés dans les années 40, 50, qui sont des films sur des criminels. Normalement, c'est souvent un détective privé qui est un peu anti-héros. Il n'y a pas vraiment de héros dans les films noirs. Généralement, il y a toujours des exceptions. Généralement, il n'y a pas vraiment de héros. Il y a juste, mettons, le détective ou le personnage principal. Il est moralement ambigu. Il y a beaucoup, beaucoup de côtés négatifs. Puis souvent, c'est comme soit des enquêtes sur des meurtres ou des trucs corrompus, de l'argent sale qui a été volé, de la conspiration. Souvent, il y a un genre aussi que c'est comme le personnage principal qui se fait amener dans une histoire qui le dépasse complètement. Puis il est comme victime de plein de circonstances autour de lui. Puis il doit dealer un peu avec ça. Fait qu'il y a vraiment, il y a quand même pas mal de sous-genres dans le film noir. Puis il y a beaucoup de, un truc qui le caractérise beaucoup, désolé, j'ai de la misère à parler. Mais un truc qui le caractérise beaucoup, c'est son utilisation de la lumière, qui est souvent du clair-obscur, souvent des trucs vraiment très détaillés. On voit ça souvent. Si vous avez un exemple moderne, le film Sin City, en fait, c'est un film qui est basé sur une bande dessinée, mais la bande dessinée est très fortement inspirée du style de film noir, justement avec le noir qui est très noir, les lumières transversales sur les visages, où on voit souvent un truc qui revient souvent aussi, c'est mettons la lumière du soleil qui passe à travers une fenêtre
fenêtre, et la fenêtre, il y a des stars, puis dans le fond, on voit les stars sur les murs, puis tu sais, c'est vraiment un style qui est super visuel, qui est vraiment intéressant. Le film de Third Man, justement, avec Orson Welles, c'est un film qui exploite énormément le côté visuel. Dans le fond, à chaque fois qu'on voit la lumière de la ville, on voit que le pavé est comme mouillé, puis tout est reluisant, mais dark, puis tu sais, c'est vraiment une atmosphère vraiment incroyable. Puis ce film-là, ce que j'aime, c'est que justement, il utilise beaucoup l'atmosphère, il utilise beaucoup le voice-over, aussi la narration en voix off. Dans le fond, lorsqu'un personnage fait quelque chose et on entend un peu ses pensées, ça, c'est une genre de narration poétique, mélancolique un peu, que je trouve super fascinante. Puis il y en a là-dedans, dans le fond, ça raconte l'histoire Rapidos Prestos de notre... il s'appelle Jack, je pense, je me trompe pas. J'ai déjà oublié son nom. Mais en tout cas, il me semble que c'est Jack. Non, Jeff. C'est Jeff Bailey. Puis dans le fond, il travaille comme dans une station de gaz. Puis il y a un gars de son passé, un criminel qui arrive, puis qui il le retrouve. Puis là, il dit, ben là, la vie que tu as laissée derrière toi, il y a quelqu'un dans cette vie-là qui veut te revoir. Puis dans le fond, avec une voix off, on voit un peu le flashback de ce qui s'est passé avant que lui, il s'en vienne comme un garagiste, on peut dire. Puis on voit que dans une ancienne vie, entre guillemets, genre 5 ans avant, il était un détective privé qui était engagé pour retrouver une femme qui avait tiré un gangster, puis qui a volé 40 000 piastres. Puis le gars, le gangster qui s'est fait tirer, est pas mort. Et dans le fond, il veut retrouver la fille, mais il dit qu'il veut pas la tuer. Mais tu sais, on sait pas à quel point c'est vrai. Puis il veut retrouver son argent. Fait que là, dans le fond, Jeff Bailey, il part, puis il essaie de la retrouver, il la retrouve, mais là, il tombe amoureux de la fille. Fait que là, ils ont comme une histoire de romance, mais il y a comme un meurtre qui s'instaure quelque part. Puis là, toute la donne change. Les gens, ils se font des coups bas, des revers de personnalité. Puis tu sais, il y a comme des coups de théâtre où qui c'est qu'on peut croire dans ce monde-là. Donc, selon moi, c'est vraiment un super bon exemple de film noir. J'adore la poésie de la narration, est vraiment fucking cool. Fait que c'est un film à voir si ça vous intéresse, les films noirs. Out of the Past, c'en est un qui vaut vraiment la peine. Et comme je vous dis, je vais faire une critique beaucoup plus intense sur ce film-là parce que je considère ça comme un classique. Donc, après ça, moi puis mon amoureuse, on a commencé à regarder les activités paranormales. Donc, on a écouté le 1, là, on a le 4, le 3, le 2 et le 3. Dans le fond, on se tape la série parce que mon amoureuse avait seulement vu les 3 premiers. Moi, je n'avais vu que le premier. Non, j'avais vu le deuxième aussi. J'avais vu les 2 premiers. Puis, dans le fond, tu sais, des fois, c'est le fun de se taper des franchises au complet. Puis, elle aimait bien ça. Moi, j'avais de bons souvenirs, mais sans plus. Et dans le fond, bon, on a regardé les 4 premiers, qui est pas mal l'histoire, je pense, de ce que j'en ai lu, c'est pas mal l'histoire de Katie, puis des 2 sœurs qu'on voit dans les 2 premiers films, puis dont l'histoire est racontée pas mal dans les 4 premiers films. Je pense qu'après, ce sont tous des films individuels qui n'ont pas de lien avec ceux-là. C'est ce que j'en ai lu, mais je les ai pas vus encore. Puis, en général, je dirais que mon stance sur ces films-là, mon opinion n'a pas beaucoup changé. Je pense que ces films-là ont beaucoup de potentiel. J'aime beaucoup le lore, l'espèce d'histoire qui tourne autour des 2 sœurs, puis du fantôme, de la possession, de tout ça. Mais malgré le fait que j'aime le truc de base, puis j'aime le concept, je trouve que d'avoir, mettons, des caméras cachées, ben pas cachées, mais des caméras qui surveillent ce que tu fais, puis qu'on voit la présence de fantômes, je trouve ça super intéressant. Puis c'est des vidéos, en fait, mettons, je fais une parenthèse, sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle, je pense que c'est Top 5 Nuke, quelque chose comme ça. Puis dans le fond, c'est un gars qui présente, il reçoit plein de vidéos de gens à travers le monde, vraiment à travers le monde. Puis c'est des vidéos fantomatiques, des gens qui étaient chez eux, qui ont filmé un peu à la activité paranormale, puis qu'il y a des trucs qui se passent. Il y en a que tu regardes, puis tu peux comprendre comment ils auraient pu faker le truc, mais il y en a vraiment que tu te fais... Ça peut pas être faké. Il n'y a pas d'espace pour passer, il y a comme, tu sais... Puis oui, il y a comme, tu sais, des effets spéciaux, des trucs comme ça, mais
mais c'est trop cheap pour pouvoir faire un effet comme ça. En tout cas, il y en a qui sont vraiment très difficiles à débunker, puis tu te dis, bon, il y a comme des trucs qui se passent quand même. Moi, je suis pas mal entre les deux, justement. Je pense qu'il y en a beaucoup que c'est fake, mais je crois quand même qu'il y a certaines affaires qui arrivent qui sont véridiques, ou du moins que j'ai pas réussi à trouver une façon de dire non, ok, c'est pas vrai. Fait que j'aime bien le concept de ces films-là, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de lacunes, surtout au niveau du rythme. Tu sais, c'est très lent, puis c'est pas un lent le fun, dans le sens que on n'apprend pas beaucoup plus sur les personnages. C'est comme une lenteur qu'on voit, mettons, le plan de caméra, puis il se passe rien. Puis après ça, on voit un plan de caméra d'une autre caméra qui filme la chambre, il se passe rien. Après ça, il filme le frigidaire, puis il se passe rien. Puis ben, tu fais comme, ok, c'est long, tu sais, je veux dire, le premier, j'ai trouvé qu'il était quand même bon, malgré le fait que le personnage du chum, je pense, s'appelait Mika dans le premier, tu sais, c'est vraiment un cave, genre. Puis moi, tu sais, les personnages caves, des fois, ça m'énerve. Mais le film en tant que tel est bon. Puis je pense que lui, c'en est un qui était bien fait. Le deuxième est intéressant au niveau, justement, dans l'idée de faire avancer la mythologie des activités paranormales. Mais dans celui-là, il y a plus de moments justement qui se passe pas grand-chose, puis que c'est long un petit peu. Puis ce qui se passe de vraiment intéressant, c'est vraiment quasiment dans les 20 dernières minutes. Puis c'est comme pas assez, je trouve, pour vraiment nous embarquer. Le 3 je pense qu'à date, c'est le pire. Euh, j'ai trouvé ça le fun qu'on aille en arrière pour voir la vie des deux jeunes filles, des deux sœurs, comme quoi que cette entité-là, qui est appelée Toby dans les deux premiers, de voir comment c'est arrivé un peu dans leur vie, puis tout ça. Mais il y a énormément de temps perdu sur des trucs que tu fais comme tabarouette. Tu sais, l'idée d'avoir mis, mettons, la caméra sur un ventilateur pour qu'on voit, tu sais, que ça tourne, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh, que c'est une bonne idée. Mais c'est vraiment mal utilisé. Parce que des fois, tu vois, ça panne, il se passe rien, ça panne, il se passe rien, ça panne, il se passe rien, il se passe rien. Mais tu fais comme crime. Tu sais, il y a combien de moments? Il faudrait calculer à amener le nombre de moments où on voit juste des affaires puis qu'il se passe rien, puis c'est vraiment ennuyant. Puis c'est comme, justement, ils mettent tout dans les 20 dernières minutes, mais c'est parce que tout le reste du film, c'est comme un peu plate. Le quatrième, par contre, je trouve que lui, c'est un qui il a réussi un petit peu à sauver ça. J'ai trouvé que les personnages, le couple d'adolescents qui sont les personnages principaux du quatrième, je les ai trouvés vraiment le fun. J'ai trouvé autant que les acteurs étaient crédibles, puis le fun, puis leur chimie était bonne, autant que le couple euh, dans le film, j'ai trouvé le fun à voir ensemble. Je trouve qu'il y avait une bonne dynamique. Puis on voit vraiment que c'est des ados. C'est le gars, tu sais, il est là pour. On voit qu'il aime sa blonde, puis tout ça, mais en même temps, on voit qu'il est maladroit sur certaines affaires, qu'il fait des blagues qui passent pas. Ou, tu sais, le fait, mettons, qu'il a film pendant. Tu sais, pendant qu'il y a des conversations, il dit que c'est comme son ordinateur qui le fait automatique. Mais tu vois que c'est comme une excuse un peu, genre, tu sais, boiteuse. Fait que, tu sais, mais en même temps, c'est comme pour un gars de 14 15 ans, tu fais comme, tu sais, c'est crédible, puis c'est un gros point aussi que mon amoureuse m'a mentionné. Une raison pourquoi elle aime beaucoup ces films-là, c'est le fait que c'est très réaliste au niveau des personnages. On pourrait croire que c'est des voisins, que c'est des gens qu'on connaît, que ça peut arriver à n'importe qui. Puis ça, c'est vrai. C'est comme, je trouvais que, puis particulièrement dans le 4, je trouve que cette famille-là était vraiment super humaine et super le fun. Mais je dirais que la première moitié du film est vraiment intéressante. Après ça, à un moment donné, ça dérape un petit peu, mais ça garde notre intérêt. Mais justement, les trucs de fantômes qui se passent, c'est comme pas assez grand, c'est pas assez fort, surtout que c'est rendu au quatrième. Tu devrais un peu upgrader ton niveau de peur ou d'entité, genre d'efficacité de l'entité ou quoi de même. Puis c'est un peu tout le temps la même affaire où ce qu'il y a, c'est comme des chandeliers qui se déplacent, puis des petites affaires, puis c'est comme ok, mais parce que ça fait 4 films qu'on voit ça, tu pourrais pas, genre, mettons, le starter ça un petit peu plus tôt, puis faire en sorte que le film soit plus intense. Puis selon moi, le troisième acte du quatrième film, c'est comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont tout garoché ce qu'ils avaient bâti, ils ont tout sacré ça à terre, puis ils ont fait un peu une genre de fin de n'importe quoi avec ça. J'ai trouvé ça super dommage parce que je trouvais que le build-up était vraiment intéressant, mais encore là, tu sais, on n'apprend pas grand-chose de plus, tu sais, je veux dire, pourquoi, tu sais, dans le fond, j'espère que vous l'avez vu, mais dans le fond, on voit que le petit gars qu'on suit principalement, tu sais, il se fait un ami qui est un voisin, puis il est comme bizarre, puis là, on pense que c'est Hunter, le fils qui a été kidnappé dans le deuxième.
Puis on se rend compte que c'est pas lui finalement, c'est comme le petit gars qu'on suit qui était quand même super le fun. Mais après ça, tu te demandes, je me suis dit, mais pourquoi Katie qui a kidnappé cet enfant-là, pourquoi elle l'a mis en adoption? C'est quoi son but avec ce petit gars-là? C'était-tu de le sacrifier? Ou si c'est de le faire hanter par Toby ou le faire posséder, pourquoi l'avoir mis en adoption? Pour moi, ça fait aucun sens. Puis après ça, ils vont le rechercher. Mais c'est comme, pourquoi ils ont fait ce move-là? C'est comme, s'ils voulaient tuer une nouvelle famille, il n'y avait pas besoin de mettre le kid en adoption. Ils pouvaient juste tuer les voisins. Puis that's it. T'as pas besoin d'élaborer un gros plan, genre de fou. Surtout que tu te dis, pour passer par le système d'adoption, tu sais, t'as quand même, tu sais, il faut que ça soit reconnu par l'État. Tu peux pas adopter, genre, qui tu veux, quand tu veux. Faut que ça soit fait par des spécialistes, tout ça, puis c'est comme super compliqué. Fait que je me dis, ouais, tu sais, pourquoi? Puis tu sais, l'entité Toby est comme pas si développée. Après 4 films, on en apprend vraiment pas tant plus sur c'est qui cette entité-là, ou c'est quoi le but, même là, au niveau du culte de sorcières. C'est comme, mais encore là, c'est pas développé. C'est comme, on voit que c'est le même symbole, le triangle, le rond. Mais maudit, il nous donne pas de jus. Fait qu'on fait comme, ok, bon, il y a des sorcières, puis ben, il tue du monde, puis that's it. C'est comme, mais après 4 films, il me semble que tu devrais plus en mettre de jus que ça. Fait qu'en tout cas, c'est pas des films que j'ai haïs. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points positifs dans ces films-là. Mais justement, je trouve que au lieu de faire le 1, le 2, le 3, le 4, puis de faire ok, ben ça grossit comme affaire, puis ça devient. Puis même l'entité devient plus forte ou quoi, puis les trucs qui se passent sont plus intenses. Puis en fait, c'est juste le même pattern tout le temps. C'est vraiment écrit sur le même pattern. Fait que c'est un peu décevant pour ça. C'est mon avis. J'ai hâte de voir les autres. On m'a parlé que, je pense que de Ghost Dimension, on m'avait mentionné qu'il était vraiment très bon. J'ai bien hâte de voir. Je sais qu'il y en a un qui était non officiel aussi, qui s'appelle Tokyo Nights. Mon amoureuse, elle m'avait dit qu'elle l'a vu, puis elle avait beaucoup aimé. Fait que j'ai quand même hâte de le voir aussi. Je ne l'ai pas encore, mais je vais l'acheter sous peu. Donc voilà pour les activités paranormales. J'ai aussi commencé à rejouer aux jeux vidéo Mad Max. J'étais un gros fan de films post-apo, surtout 70, justement, Mad Max, je sais pas moi, c'est quoi les autres, on dirait que j'ai oublié Raiders of Atlantis ou j'en ai réécouté un récemment là, de Joe D'Amato, là, Endgame, des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment super le fun. Fait que vu que j'ai recommencé à jouer à Mad Max, c'est sûr que je vais me retaper la série de films parce que j'adore ces films-là. J'ai même pas vu encore par contre le nouveau Furiosa qui est plus jeune. Dans le fond, on voit Furiosa du quatrième film qui était interprété par Charlize Theron, là, est interprété par Anna Taylor-John ou Johnson, je suis pas sûr. C'est pas une actrice que j'aime beaucoup, fait que c'est pour ça que j'ai comme attendu avant de l'écouter. Mais là, je vais me retaper à la franchise, je vais le regarder et on va voir ce qu'il y en est. Mais dans cet ordre d'idées-là, j'ai regardé le film Battle Truck. Donc, c'est un DVD qui a Dead Sport et Battle Truck. Dead Sport, je l'avais déjà regardé, mais Battle Truck, je l'avais pas vu encore. Puis, j'étais vraiment curieux. C'est un film, je pense, néo-zélandais. Puis, ça met en vedette, je pense que c'est Jeff Beck, c'est ça son nom? Je vais vérifier rapido, je suis capable de le trouver. Michael Beck. Dans le fond, Michael Beck a joué dans le film The Warriors de Walter Hill, qui est un excellent film. Et Truck, je l'avais pas vu, puis c'est vraiment fucking cool. J'ai bien aimé ça. C'est encore là, c'est post-apo, puis t'as comme une gang de militaires, genre, tu sais, vraiment maniaques, qui sont construits une espèce de super truck, genre, en métal, puis tu sais, la grosse affaire, puis eux autres, tu sais, sont super sauvages, puis tu sais, ils prennent des territoires, puis ils butent le monde, genre, pour rien, puis juste pour avoir, tu sais, plus de contrôle, puis tu sais, ils ont kidnappé justement, dans le film, c'est qu'ils ont kidnappé une femme, et cette femme-là s'échappe, est sauvée par Michael Beck, qui est en moto, et qui l'amène, dans le fond, qui la soigne, mais en même temps, il l'amène aussi à une espèce de colonie de gens qui opèrent plus au niveau démocratique, qu'il n'y a pas de leader, que tous les gens travaillent dans le même sens, puis l'espèce de paradis un peu ce qu'il faudrait faire dans la vie normalement, puis c'est comme une genre de petite société genre qui ont bâti là-dedans, mais justement les gars, les colonels du Battle Truck sont en maudit, il va leur retrouver genre cette fille-là, fait que là ils trouvent cette société-là, puis ils rentrent dedans, puis ils se mettent à buter le monde pour retrouver la fille, puis en fait là, la fille elle s'associe avec le personnage de Michael Beck,
pour détruire ces fous malades-là. Donc, c'est vraiment un bon post-apo. Tu sais, petit budget, mais quand même des bonnes cascades, des beaux décors aussi. Puis l'action est quand même nice. Il aurait pu en avoir un petit peu plus, mais les personnages sont le fun. Le monde est le fun dans lequel ils vivent. Ben non, c'est du post-apo, c'est pas le fun, mais en même temps, il y a une espèce de charme, de liberté, il n'y a plus de grosses lois, puis tu te manages toi-même, genre. Fait que j'aime bien ce monde-là. Puis Battle Truck, ça m'a surpris. J'ai trouvé que c'était comme un bon film, des bonnes scènes d'action, des motos, des chars à démancher, puis refaites, puis tu sais, ça look, puis tu sais, c'est le fun. Fait que Battle Truck, je le recommande, c'est vraiment très bon. J'ai écouté récemment aussi Bonnie and Clyde versus Dracula. Dans le fond, j'ai regardé ce film-là pour deux raisons, en fait, et c'est les deux acteurs principaux. Donc, on a Tiffany Shepis, qui est à gauche, droite, en tout cas, il est là. C'est fucké avec l'écran, je sais pas, j'ai de la misère à voir. Puis on a Trent Aga, que j'ai parlé dans le fond dans ma critique de Cheap Thrill, qui était le scénariste de Cheap Thrill. Donc j'aime beaucoup Trent Aga. Tiffany Shepis, c'est une Scream Queen que j'aime beaucoup également. C'est sûr que ces films dans lesquels elle joue, c'est des films normalement super cheap, série B, genre. Puis souvent les films sont pas si bons que ça. Puis je peux pas dire non plus que c'est la meilleure actrice du monde, mais elle se donne tellement tout le temps à 110% que c'est comme juste le fun de voir qu'elle tripe autant à jouer dans des films d'horreur, genre. Fait que je la respecte vraiment, je trouve vraiment qu'elle est cool. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, bon, l'histoire Bonnie et Clyde versus Dracula, ça sonnait comme intéressant, comme mix-up, tu sais. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Puis en fait, c'est ça, c'est l'histoire de Bonnie et Clyde qui sont comme recherchés par la police, puis ils sont comme en campagne, puis ils essayent de planifier une espèce de gros coup genre, pour voler une banque. Et parallèlement à ça, t'as une espèce de manoir où t'as une espèce de savant fou qui a enfermé Dracula. Puis le savant fou, il est comme. On imagine qu'il est défiguré parce qu'il y a comme une espèce de masque tout le long du film. Puis dans le fond, il fait des tests sur Dracula, sur son immortalité, puis tout ça. Puis il y a aussi une espèce de. Comment on dit ça, une espèce d'esclave, on peut dire, là, du savant fou, là, qui est comme vraiment désagréable, un personnage que tu as le goût de tabasser. Puis elle est vraiment fatigante. Puis elle est là souvent dans le film. Fait que là, au début, tu te disais, ok, ben, tu sais, Bonnie and Clyde puis Dracula, ça peut faire une espèce de match-up cool. Puis en fait, c'est que ça arrive genre tellement tard dans le film que c'est quand même vraiment décevant. Tu sais, l'histoire de Bonnie and Clyde est intéressante. Puis je trouve que les deux acteurs se débrouillent vraiment très bien avec leur rôle. Puis t'as comme l'histoire du savant fou. Puis tu sais, c'est comme ces deux histoires-là ont rien à voir l'une avec l'autre. Puis ils font comme se rencontrer plus, au début, j'aurais dit aux trois quarts, mais je pense que c'est quasiment plus le 7/8e du film. C'est vraiment dans la dernière petite partie qui se rencontrent. Les trucs s'arrêtent vraiment vite. Fait que selon moi, c'est comme mal utiliser ton concept à fond la caisse. Je veux dire, quand tu as un concept de même, t'es fait se rencontrer plus tôt. Je comprends que tu as voulu faire une espèce de passe de From Dusk Till Dawn de Robert Rodriguez, mais c'est pas tout le monde qui est capable de dealer justement avec ce genre de mash-up-là, de criminels et d'horreur intense. Puis tu sais, Rodriguez l'a bien réussi avec ce film-là parce qu'il est vraiment malade. Mais tu sais, on voit que ça, c'est comme la version un peu témue, que c'est comme pas aussi cool, le gore, il y en a pas tant que ça. Puis tu sais, quand il y en a, il est pas si pire, mais c'est ça. Fait que c'est pas un grand film. Si vous êtes fan des acteurs, vous pouvez le regarder, mais c'est pas un film que je conseille nécessairement, à part si vous êtes vraiment, vraiment fan de série B. Donc, là, ça fait quand même 23 minutes que je parle. Je vais essayer de me dépêcher un peu parce que je voulais parler de quelques autres films. Je voulais parler du film Stone. C'est un film que j'ai acheté. Je l'avais entendu parler quand même pas mal parce que, bon, je suis un fan, comme je disais, de films post-apo. Lui, il est pas tant post-apo, mais c'est un film qui prédate Mad Max. En fond, il a été fait en Australie également. Il a été fait justement avant Mad Max. Puis, il y a même un acteur qui joue dans le film dont j'ai oublié le nom. Mais dans le fond, il fait le personnage du méchant dans le premier Mad Max et aussi dans le quatrième Fury Road. Puis il joue là-dedans. Dans le fond, c'est pas tant un post-apo, mais c'est un film de biker, c'est un film de motards où dans le fond, les motards commencent à se faire tuer un par un. Puis il y a comme un policier qui enquête là-dessus, puis le policier il approche les bikers pour leur dire, gars,
prenez-moi dans votre gang. Moi, je veux pas, mon but, c'est pas de vous arrêter pour, mettons, les trucs illégaux que vous faites, mais c'est juste d'empêcher les meurtres pour enquêter. Puis les backers, finalement, après hésitation, ils acceptent. Puis c'est un peu l'histoire. Au début, ça commence vraiment avec des passes gore, puis des trucs le fun. Puis après ça, le film, le trois quarts du film est comme quasiment en plus une espèce de forme de Easy Rider avec Henry Fonda, je pense, qui joue dedans. Je me trompe pas. Puis dans le fond, c'est comme vraiment la vie des bikers, puis on voit un peu quasiment même à la Rapide et Dangereux où ce qu'on voit le policier qui se mêle avec les criminels, puis il y a une espèce d'amitié qui se crée, mais en même temps ils font comme douter l'un de l'autre pas mal tout le long du film. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais vraiment à plus d'action, plus d'exploitation, un peu cheap, trash, vraiment le fun, mais le film il va pas du tout dans cette direction là, c'est vraiment la vie des bikers, mais c'est vraiment intéressant, les personnages sont cool, tu comprends un peu leur vie, puis tu sais, c'est vraiment particulier comme setup. J'ai adoré la fin du film. Je m'attendais pas à ça. Puis au début, j'ai fait, ah, ok, c'est peut-être un peu décevant, mais finalement, la manière que ça finit, j'ai fait, non, ok, ça se reprend, puis c'est cool. Fait que ça fait une ride qui est vraiment le fun. C'est un film que j'ai acheté, je sais pas si vous connaissez les enchères d'Annie Baba. C'est en fait Danny Drouin qui a également un site internet qui s'appelle moviestuff.ca et qui vend énormément de films, de bandes dessinées, de figurines, de musique, il vend un shitload de stuff, puis il rajoute des trucs à chaque semaine, à chaque jour, il rajoute du stuff sur son site. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a vraiment des bons titres, puis il y a des prix vraiment compétitifs. Souvent, il y a des prix qui sont meilleurs que Amazon, eBay, ces trucs-là. Fait que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Et c'est lui, en fait, qui m'a vendu le film. Fait que je le remercie parce que c'était vraiment un excellent film et j'ai adoré ça. Rapidos, je vais parler de No One Heard the Scream. C'est un film giallo, mais giallo espagnol, ce qui est assez rare. En fait, les giallo, c'est beaucoup plus italien. Mais dans le fond, c'est le réalisateur Eloy de la Iglesia. Je le connais pas du tout. Je sais qu'il a fait un film qui s'appelle c'est quoi, c'est Cannibal Man. Cannibal Man. Il paraît qu'il est vraiment excellent. Moi, je l'ai jamais vu. C'est le seul film que j'ai vu de lui. Et c'est un peu une espèce de wannabe Hitchcock, dans le fond, c'est comme une femme qui est dans un appartement et qu'elle voit son voisin tuer sa femme. Dans le fond, c'est qu'elle rouvre la porte, elle n'est pas supposée d'être dans son immeuble, puis finalement, l'immeuble est quasiment vide, puis dans le fond, il y a juste quasiment elle puis son voisin. Puis maintenant, elle sort de l'appartement, puis elle voit son voisin qui pitch sa femme dans le shaft, dans le truc d'élévateur, dans le fond, puis elle tombe en bas. Puis là, il est témoin de ça, fait que là, il y a comme une relation intense qui se crée, parce que le gars, dans le fond, il dit non, là, tu t'appelleras pas la police, puis la seule manière que j'ai que tu sois, genre, que j'ai confiance en toi, c'est de t'impliquer dans mon crime, genre. Fait que là, il fait comme l'obliger à pogner le cadavre, à aller l'enterrer, puis à faire des trucs louches de même, puis le film est quand même bon, mais assez lent. Puis le payoff, beaucoup de monde sur internet ont parlé comme quoi que le payoff à la fin était vraiment cool. Moi, j'ai pas trouvé que c'était tant cool que ça. Dans le fond, ça a pas. Je sais pas, à moins que tu sois un fan fini de Giallo, mais même là, je trouve qu'il est plus Hitchcockien que vraiment Giallo, même si le Giallo s'inspire énormément des films de Hitchcock. Il y a quand même des différences, puis selon moi, c'est plus du côté à Hitchcock. Mais c'est ça, c'est pas un film qui a beaucoup d'action, que les personnages sont super intéressants, ou non, c'est pas un film que je conseille énormément, à moins que vous vouliez voir le plus de films possible, ce qui est mon cas. Donc c'est pas de la merde, mais c'est ça, c'est pas une expérience que j'ai comme trippé au bout. On a aussi le film Night Angel. C'est une version allemande ici, parce que la version américaine, je l'ai pas trouvée, ou il y en avait une à un moment donné, mais elle était comme excessivement chère. J'ai voulu voir ce film-là, j'ai jamais entendu parler du film, mais la seule raison pourquoi je voulais le voir, c'est parce que c'est écrit par Joe Augustin, qui est le scénariste du film Night of the Demons. Et comme j'ai parlé dans mon vidéo sur Night of the Demons, c'est un de mes films préférés dans l'horreur années 80. Même, je dirais dans un top 5, c'est un film que je mets. Non, peut-être pas top 10 peut-être. En tout cas, c'est un film que j'adore vraiment beaucoup. Puis j'étais curieux, j'ai fait, j'ai regardé pas mal de films du réalisateur. J'ai jamais checké d'autres films du scénariste, puis j'ai vu qu'il n'y en a pas fait tant que ça, mais Night Angel est un autre film des années, je pense que lui est 90, je me trompe pas, mais bon, fin 80, début 90, j'étais intrigué,
on a la présence dans le film de, j'ai oublié son nom, mais c'est le gars qui fait Johnny Cage dans le premier Mortal Kombat, le premier film qui a été fait là, avec Robin Liu, je pense, là, en tout cas, vous savez de lequel je parle, des années 90. Il y a aussi la présence de Doug Jones, qui est comme un gars très connu aujourd'hui pour faire des créatures. Il a joué dans The Shape of Water. La plupart des films de Guillermo del Toro, Doug Jones a un rôle là-dedans. C'est un acteur qui est vraiment polyvalent, mais qui a quand même une shape particulière, puis un visage particulier. Puis son rôle là-dedans est vraiment cool. Au début, on le voit pas, puis on fait comme, ok, la grosse caricature du nerd bouclé bizarre. Mais son rôle, à un moment donné, prend une tournure assez fuckée, puis il est assez creepy dans le film. En gros, ça raconte l'histoire de Lilith, qui est une démon et qui elle fait comme revenir d'entre les morts, comme dans un marais, puis elle sort du marais. En tout cas, à moins que j'ai pas été attentif, on sait pas trop pourquoi, genre, elle réussit à sortir. Puis elle s'en va dans, je pense que c'est à LA, puis dans le fond, elle fait comme rentrer dans l'espèce de système, pas de, tu sais, les mannequins, les photographes, l'espèce de fashion world, dans le fond. Puis le personnage principal, c'est un photographe dans une boîte de fashion, qui prend des photos de filles, puis de vêtements, puis trucs comme ça, genre. Puis dans le fond, quand elle rentre là-dedans, elle fait comme foutre la merde, tout le monde un peu vire fou, tout le monde est comme, devient un peu bizarre. Puis justement, il y a des gars, des photographes qui se mettent à mourir un après l'autre. Les effets spéciaux sont réalisés par Steve Johnson, qui a fait les effets spéciaux justement de Ghostbusters, mais aussi de Night of the Demons. Donc on est entre très bonnes mains. Le film en tant que tel, c'est vraiment du pur années 80, années 90. Si vous êtes fan de films un peu bâtards, horreur, mais un peu comédie, puis un peu genre érotique. Regardez-le, ça vaut la peine. C'est vraiment étrange. Il y a une scène particulière parce qu'ils sont comme en enfer. Puis cette scène-là, tu fais comme. Elle sort un peu de nulle part, mais elle est tellement weird. Mais weird le fun. Ça me fait penser un peu à Society de Brian Usna, si ça vous donne une idée. Il y a comme des passes, tu fais comme, ok, j'ai jamais vu ça dans un film avant. Ever. Fait que c'est un bon petit film, un bon années 80 avec de la lumière un peu néon, puis c'est une belle expérience. J'ai bien aimé ce petit film-là, je vais le réécouter éventuellement, je vais peut-être en parler aussi. Voilà. Le dernier film que je vais vous parler, c'est Elvira, Mistress of the Dark. C'est un film que j'ai regardé récemment. Je l'avais jamais vu. Je connaissais pas beaucoup Elvira, mis à part son nom, son visage, la façon qu'elle est habillée. Je veux dire, je connais son image, je connais qui c'est. Mais j'ai jamais regardé ses films, j'avais jamais regardé. Je pense qu'elle avait une émission également, parce qu'elle parlait de films d'horreur. Je pense que c'était un peu comme Joe Bob Briggs, qui parlait de films, puis qui mettait des films aussi dans l'émission. Je pense que c'est un truc du genre. Mais justement, j'avais jamais exploré le monde d'Elvira, puis ça me tentait. Fait que j'ai acheté le film, le premier qu'elle a fait, je pense qu'elle en a fait deux. Puis je m'attendais un peu à une genre de comédie à la Famille Adams, là, le film avec Raoul Julia et la version des années 90 en fait. Puis c'est un peu ça, mais pas non plus. Puis en fait, j'ai pas tant aimé ça. J'ai pas haï ça, mais j'ai trouvé que la plupart des jokes étaient pas drôles. Puis tu sais, j'ai pas ri vraiment très souvent dans le film. Il y a comme une couple de gags qui sont le fun, puis la fin est vraiment cool, par exemple, quand que, justement, parce qu'à un moment donné, il y a comme une histoire où elle a fait comme recevoir un héritage, elle gagne en héritage une maison dans le fond d'un oncle ou whatever. Puis c'est une genre de maison débâtie, mais dans une genre de petite ville qui est vraiment très straight, très pognée, quasiment des années 50, que tout le monde est direct, tout le monde est bien pensant, puis elle, bon, tu sais, je veux dire, elle est quand même un peu, tu sais, dévergondée et dark, puis tout ça, fait qu'elle fait pas dans le moule. Ce qui fait très Famille Adams. Puis dans le fond, c'est qu'on là, tu dis, il y a l'air d'avoir un genre de culte ou de secte, où il y a l'air d'avoir un truc qui se passe, mais le film, justement, met ça de côté pour vraiment voir, mettons, la vie de tous les jours d'Elvira qui essaye de reniper sa maison, puis tout ça. Puis, justement, ce bout-là, j'ai comme fait, bah, c'est pas tant intéressant, c'est pas tant drôle. Puis c'est ça, ça m'a comme un peu déçu. Puis à la fin, c'est cool parce que justement, tu te rends compte qu'un des personnages, c'est un espèce de sorcier. Puis il essaie de prendre la ville en main, puis de foutre la merde, puis être démoniaque.
Puis ce bout-là est cool, mais ça arrive genre très tard dans le film, fait que mon intérêt était déjà plus là. Puis encore là, des fois ça montre un. Tu sais, c'est un peu comme la série Wednesday. Dans le fond, on voit qu'elle Wednesday, qui est une genre de jeune fille dark, elle essaye d'empêcher un meurtrier, mais tu fais comme moi, mais Wednesday Adams, dans toutes les versions que je l'ai vues, est quand même fucking dark, puis c'est le genre de truc qu'elle aime, les meurtriers, puis tout ça. Fait que pourquoi est-ce qu'elle arrête un criminel qui tue des gens alors qu'elle est dark, puis elle tue, tu sais. Dans les premiers films, elle veut tuer son frère. C'est comme, est-ce qu'elle l'aurait vraiment fait? Bon, peut-être pas, mais tu sais, vous voyez ce que je veux en venir. Puis j'ai comme, c'est une fille dark, un peu, tu sais, witchy, puis tout ça. Puis comme, pourquoi elle va arrêter un sorcier, quoi, même? Je vais peut-être trop loin dans mon histoire, mais reste que, c'est ça, le film en tant que tel m'a pas fait rire, puis j'ai pas trouvé que c'était si drôle que ça. Donc, voilà pour mon petit thé en rafale. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez vu ces films-là, que vous voulez me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, commentaires, lâchez-vous là, ça fait plaisir. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll et bonne soirée.